Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis votre host. Merci de nous retrouver en 2020 pour une nouvelle saison des épisodes du podcast AWS. Une fois par mois, j'essaie d'aller plus loin dans un retour d'expérience, dans un service avec soit quelqu'un d'AWS, soit un client ou un partenaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de Amplify. Alors, avant de définir Amplify, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bougère, qui est cofondateur de Claptime. Alors, Christophe, merci d'être là. Claptime, c'est qui, c'est quoi ? Bonjour à tous. Alors, Claptime, c'est une plateforme de VOD qui s'adresse aux réalisateurs de films indépendants. On va proposer, donc, on se positionne un peu en hébergeur vidéo dans le sens où c'est des réalisateurs qui peuvent venir proposer leurs films directement sur la plateforme. Et on va mettre en place un certain nombre d'outils pour les diffuser auprès des spectateurs, pour les mettre en avant. Et on va apporter une solution de micro-paiement pour que les spectateurs puissent directement donner aux réalisateurs quand ils ont apprécié un film pour éviter les modèles d'abonnement ou de publicité. D'accord, donc c'est le client, le viewer, le consommateur qui décide combien il paye et quand il paye et pour quel film. Exactement. Et côté réalisateur, je peux publier mon œuvre, mes vidéos. Donc il y a deux aspects, il y a deux clients pour vous. Il y a les réalisateurs qui vous apportent du contenu et les clients qui peuvent naviguer dans le catalogue et voir le contenu. Tout à fait, ouais, et on a deux cibles. Et tout ça, c'est hébergé sur AWS. Bien sûr. Donc c'est clap-time.com. Exactement. clap-time.com. Alors, votre front-end qui est visible pour les réalisateurs et les consommateurs que nous sommes, tu l'as développé avec un outil AWS open source qui s'appelle Amplify. Si tu dois définir Amplify avec tes mots à toi, tu le définis comment ? C'est quelque chose de compliqué de définir Amplify parce que en fait, ça englobe, pour ça que je te donne. ça englobe énormément de technologies, mais je le définis en fait comme un framework serverless full stack. Dans le sens où ça propose et ça impose un cadre de travail qui va permettre de créer des applications full stack et qui vont être serverless. Donc vous aurez aucun serveur à manager de votre côté, à gérer. Oui, c'est une bonne définition en fait. On le positionne de cette façon comme un framework. En anglais, on dit opinionated, donc il y a une opinion qui vous oblige à aller dans une certaine direction. Parce qu'un des feedbacks qu'on reçoit souvent, c'est dire ok, il y a 175 et un peu plus maintenant de services AWS. Où est-ce que je commence ? Et avec Amplify, il y a des balises, quoi. On est sur un chemin, on nous tient la main, on va dans une certaine direction et on sait que les best practices en matière d'architecture seront respectées. Et donc dans Amplify, il y a deux composants. Il y a une ligne de commande qui permet de provisionner des services dans le cloud, et Christophe va en parler un peu plus en détail après. Et puis il y a aussi des librairies que vous pouvez inclure dans vos applications, qu'elles soient vos applications natives avec iOS, Android, React Native, ou des applications web en général avec Angular, React, Vue, Ionic. Je crois que c'est la liste des frameworks qu'on supporte pour le moment. Et donc, comment tu es arrivé à Amplify ? Quelles sont les options que tu avais regardées au début du développement ? Comment tu y es arrivé ? Alors Amplify, donc, c'est un framework que j'ai utilisé il y a un peu plus d'un an pour la première fois sur un autre side project. Je travaillais pas encore sur Claptime et puis j'avais découvert ça, j'avais trouvé ça intéressant un peu de rassembler toutes ces différentes technologies et d'avoir un lien en fait entre tous ces services. Mais la première fois que je l'ai utilisé pour 5 jours seulement et je me suis perdu dans la configuration. Je pense que le projet était encore un petit peu jeune à l'époque. Et bon, ma première expérience n'était pas dingue en décembre 2018. Et quelques mois après, quand on a commencé à travailler sur ce nouveau projet Claptime, ça nous a paru naturel de réessayer en tout cas sur cette technologie-là, et en s'investissant un peu plus et puis peut-être avec quelques mois de plus en remettant le nez dedans, on a mieux compris le fonctionnement. Amplify, c'est un investissement, c'est-à-dire qu'il faut apprendre un peu comment ça fonctionne. Et petit à petit, on a vu de plus en plus les bénéfices de la technologie, je dirais.
Alors, en parlant des bénéfices, justement, Amplify gère ce qu'on appelle des catégories, l'authentification des utilisateurs, qui est typiquement une sous-partie de tout projet où on passe facilement des mois. La partie API, comment créer un back-end, la partie stockage, qui dans ton cas est super importante, puisque c'est le cœur du métier, c'est du stockage de vidéos. Comment tu fais ton choix des catégories? Quelles sont les catégories que tu utilises dans Amplify aujourd'hui? Alors les catégories que j'utilise pour le moment, donc j'utilise bien sûr l'API REST, l'API GraphQL pour moi, qui je pense c'est vraiment un peu le cœur d'Amplify, et je pense que c'est là qu'il y avait un besoin très important d'une solution qui soit full stack. À ce niveau-là, parce que donc derrière ça fait tourner AppSync et ça permet de générer une API GraphQL sans gérer son back-end, on va dire, parce que ça va créer les tables DynamoDB et l'interface est en GraphQL. Si on essaye de le faire directement en AppSync, on va avoir quand même une complexité assez importante avec un langage qui est le VTL, qui n'est pas forcément très fun à écrire ou à lire. Donc là, je t'arrête juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent. À la main, si on veut faire ce que fait Amplify, il faut créer une base de données DynamoDB, il faut créer un serveur AppSync qui est le serveur GraphQL, il faut définir son schéma, son modèle de données, et puis il faut configurer, écrire des resolvers. Donc c'est la partie qui va entre GraphQL et une data source. Et ces resolvers, dans AppSync, on a fait le choix d'utiliser un langage de template JSON qui s'appelle VTL, Velocity Template, c'est Apache, qui sont pas nécessairement faciles à écrire. Et là, Amplify fait tout pour nous finalement. On part du modèle GraphQL, de son modèle de données, et il génère tout le code pour nous et toute la plateforme côté serveur pour nous. C'est exactement ça. Ouais. On va dire que dans 90% des cas, on n'a pas besoin du tout de toucher par exemple à ces resolvers et on peut utiliser la version directement proposée par Amplify. Après, on a toujours la possibilité quand même de surcharger si on a des besoins un peu spécifiques. Puis là, il faut mettre le nez dedans et il n'y a pas de choix, mais déjà, ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première partie que vous avez utilisée, la partie API avec AppSync et DynamoDB. Et les autres parties, l'authentification, je suppose. Ouais, l'authentification, c'est assez important parce qu'en fait, c'est vraiment absolument pas notre cœur de métier. Enfin, c'est le cœur de métier de personne, je pense, en fait, de gérer un système utilisateur. Il y a 10 ans, peut-être la multiple factor l'authentification. Ouais, voilà. C'était peut-être quelque chose de. Ça prouvait peut-être quelque chose de solide, ou ça prouvait peut-être que la technologie qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt de développer ça, j'ai l'impression, dans une boîte. Non seulement il n'y a aucun intérêt, mais en plus c'est dangereux. On peut introduire des failles de sécurité assez facilement. Donc il vaut mieux se reposer sur des briques logiciels testés et prouvés. Et donc, en fait, le système d'authentification, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué si on veut faire quelque chose de professionnel, avec un système pour reset son mot de passe, avec des codes de vérification qui peuvent être par email ou par SMS. Si on veut faire quelque chose de solide, on pourrait y passer 3 mois ou 6 mois. La fédération, login with Google, login with Facebook, voilà, tout à fait, avec Apple maintenant. Donc là, on a un peu le choix, si on n'utilise pas quelque chose de tout près, soit de faire quelque chose de bancal, soit d'y passer 6 mois. Quoi. Donc ça paraissait assez naturel d'utiliser. Et avec Amplify, ça se passe comment, Amplify? C'est beaucoup plus rapide en fait, parce qu'on a assez peu à y toucher au final. Une fois que c'est en place, c'est que de la configuration. On dit un peu le type de système d'authentification qu'on veut, et après c'est pas nous qui le gérons. L'avantage, c'est qu'il y a aussi des composants front-end qui vont être disponibles pour les différents front-end Amplify, donc que ce soit sur mobile, web, avec différents frameworks qui vont... Je reviens là-dessus, ça veut dire que tu ne dois pas, toi, développeur, développer du code pour avoir un écran login avec username, password, le bouton login Facebook. C'est fourni par Amplify également. Exactement, ouais. Après, tu peux les surcharger, encore une fois, si tu as envie d'avoir ton propre front-end avec un workflow qui n'est pas le workflow principal.
Mais si tu veux quelque chose de simple et de basique, tu peux utiliser les composants. Ouais. Je fais l'étonner, je pose les questions, mais je connais la réponse aussi. J'écris un workshop qui, en 3 heures, vous permet de développer une application iOS et de rajouter justement la partie authentification en composant natif iOS. Je mettrai le lien vers le workshop qui est disponible en open source dans les notes du podcast. Donc, l'authentification dans ClapTime est basée sur Amplify. Je dois dire pour les auditeurs, derrière Amplify, c'est un service AWS qui s'appelle Cognito, qui est aussi un service géré, donc il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de base de données. En gros, c'est une base de données managée dans le cloud, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc, authentification, API, d'autres services. Le storage. Bien sûr. Oui. Donc, on ne va pas utiliser la catégorie storage pour toute la partie streaming de vidéos, en fait, sur la plateforme. On la gérait un peu différemment parce qu'on a un CDN qui va se mettre devant. Un CDN tiers, pas AWS. Non, c'est CloudFront, mais la partie storage d'Amplify ne propose pas de CDN directement. Correct. En fait, la catégorie storage fournie par Amplify va permettre à l'utilisateur, depuis son front-end, d'uploader ou d'accéder à des fichiers qui vont être sur un bucket S3 avec plusieurs niveaux de confidentialité. Donc il va y avoir un niveau public où tout ce qui est dans ce dossier-là est accessible et modifiable par tout le monde. Il va y avoir un dossier private où justement on va utiliser l'identifiant Cognito de l'utilisateur pour assigner des dossiers propres à chaque utilisateur. C'est un peu comme si on voulait faire un Drive, un Google Drive ou autre, un Dropbox. On pourrait directement utiliser la catégorie storage d'Amplify et utiliser les différentes librairies et ce serait tout simple. Quasiment sans ligne de code. Je veux dire, c'est built-in, c'est inclus dans la librairie. Il n'y a qu'à la configurer et c'est le comportement par défaut qu'on obtient. Exactement. Quand on utilise. Donc, dans notre cas, par exemple, les réalisateurs vont pouvoir proposer directement via la plateforme leurs films. Donc en fait, ils vont drag and drop leur fichier dans la plateforme, ce qui va uploader la vidéo sur un bucket S3 automatiquement et sans aucune ligne, quasiment sans aucune ligne de code, comme tu dis. Sans rien à écrire de votre côté. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ton application, dans le service que vous offrez, soit aux réalisateurs, soit aux clients qui vont regarder, ne fonctionnent pas avec Amplify? Enfin, je veux dire, où tu te dis, là, Amplify, c'est pas le meilleur outil pour faire ça. Pas spécialement. Si, pardon. Amplify, je dirais que c'est pas forcément particulièrement adapté aujourd'hui pour faire de l'event-driven. On avait l'habitude de travailler avec des lambda et en event-driven, c'est-à-dire sur avoir des triggers de différentes sources. Il y a la possibilité d'en faire un petit peu avec Amplify, mais ça reste assez limité. Donc pour ça, on utilise un framework qu'on connaissait déjà bien avant, qui est le framework serverless. Très très populaire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent serverless. Il y a beaucoup de docs et beaucoup d'exemples disponibles. Exactement, ouais. Et donc, par exemple, quand un réalisateur met une vidéo via la catégorie storage, il va y avoir un trigger S3 qui va se déclencher, qui va déclencher une lambda qui va être gérée par serverless, qui elle-même va déclencher une step function qui déclenchera une tâche Fargate. Et tout ce process-là, en fait, ça va être le traitement de la vidéo qui va être uploadée et qui va être préparé pour être streamé, en fait, tout simplement sur la plateforme, parce que les réalisateurs vont mettre des fichiers .mp4, mais c'est pas ce fichier-là qu'on va streamer directement. Il y a un pré-traitement à faire. Ouais. Ça, c'est l'exemple typique du serverless événementiel, où il y a un fichier qui arrive sur S3 et puis il faut processer ce fichier. Il y a un workflow qui se déclenche et c'est pour ça que tu as mentionné step function. Donc step function, c'est un service qui orchestre des fonctions lambda. C'est un orchestrateur de workflow pour fonctions lambda et pour réencoder ce fichier dans différents formats. Tout ça sans aucune instance EC2 qui tourne 24/24. Scalable, que vous ayez un fichier ou des milliers de fichiers, en principe, la même architecture doit tenir la route. Donc la partie gestion des événements, plutôt gérée sur serverless. Quid de la base de données? Vous êtes uniquement sur DynamoDB? Vous utilisez d'autres systèmes de base de données également? Non, on utilise uniquement DynamoDB via l'API GraphQL pour l'instant.
Et pour l'instant, ça marche bien. Pas de Ça souci, marche bien avec Mhm. ça. C'est vrai qu'on n'avait pas particulièrement envie de manager des bases de données. Et puis, faut aussi apprendre à rentrer dans le pattern DynamoDB et NoSQL. Mais une fois Mhm. qu'on a bien appris à travailler avec, au final, ça devient assez naturel. Ouais. Mhm. Vous avez dû beaucoup réfléchir sur le schéma de données, parce que c'est une question que j'ai souvent également, Mm. dire oula, ok, DynamoDB c'est bien, c'est très flexible, mais ça m'implique, ça m'oblige à réfléchir un peu à mon schéma de données en fonction des queries que je vais faire. Oui, mais là, on a plus dû réfléchir sur le schéma GraphQL en fait, parce que Amplify Mhm. ce qu'on va faire, on va pas définir directement les tables DynamoDB, mais on va juste définir un schéma qui va être l'interface de l'API. Et c'est via certaines directives qu'on va mettre dans ce schéma, @model par exemple. Mhm. On va dire ce type-là, ça va être je veux que ce soit une table. Et on va pouvoir mettre des directives @connection qui vont permettre de connecter différents modèles entre eux. Donc on a dû beaucoup réfléchir et apprendre, mais par contre c'est presque un nouvel apprentissage que celui de DynamoDB, j'ai envie de dire, Mhm. parce que c'est une nouvelle. Enfin, il y a ce concept de connexion et il y a cette couche d'abstraction qui est proposée par Qui Amplify. est GraphQL, au fait, la couche d'abstraction. Donc, au fait, tu définis ton workflow en tant que développeur, c'est je définis mon modèle dans GraphQL et Amplify génère la table et la base de données pour toi. Et finalement, on n'a pas à se soucier de la base de données. Le lien entre l'API et la base de données, les opérations de base, CRUD, C'est ça. create, read, update, delete sont générées automatiquement. Tout à fait. Ouais. Pour, on va dire, pour 90% en tout cas des API, on passe par ça. Après, quand on a des besoins plus complexes, on a toujours la possibilité de faire des custom resolvers qui vont être soit sur d'autres sources de données ou qui vont pointer sur des lambdas qu'on va gérer nous-mêmes et qui vont par exemple aller query des API. Par exemple, on va query Stripe pour gérer les paiements, mais en passant toujours par l'interface GraphQL. D'autres sources de données. Alors quand je parle d'Amplify dans des conférences, dans des meet-up, et j'ai fait ça beaucoup l'année passée, j'ai toujours quelqu'un qui me pose la question, c'est bien votre démo, mais est-ce que je peux utiliser Amplify pour autre chose qu'un prototype ou que pour une démo? Et ma réponse est toujours oui, mais je ne l'ai jamais fait. Toi, tu l'as fait. Tu confirmes ma réponse? Oui, on peut utiliser Amplify pour autre chose que pour un POC et une démo. Oui, de ce que je sais, oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est vraiment une techno qui nous a suivis depuis le début, au moment où c'était justement un side project et on passait juste un petit peu notre temps libre dessus. Et que donc on a fait la mise en production il y a environ un mois et donc la bêta de ClapTime est ouverte. L'avantage c'est qu'aujourd'hui en fait tout ce qu'on a construit alors qu'on était en mode side project, et ben ça marche exactement de la même manière en production en fait. On construit quelque chose de production ready dès le début et sans forcément investir de temps. Et donc à l'époque, quand il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de coût non plus, donc ça a énormément d'avantages. Et aujourd'hui, on a quelque chose de solide, que ce soit sur le plan de la sécurité, de la scalabilité, de la reliabilité. La fiabilité Ouais. du système. Donc finalement, ton prototype, c'est ton prototype qui est en production. Voilà, mais c'est ça. parce que tu utilises un framework Mm-hmm. opinionated, sorry, je ne sais pas comment dire ça en français, mais qui t'oblige à aller dans une certaine direction, tu es confiant que les bases de sécurité, de scalabilité, de reliability sont là parce que c'est construit dans le service. Quand tu dis c'est ton prototype qui va en production, c'est exactement ça en fait. Et après, mais c'est un prototype super solide, on va dire. Et après, rien ne t'empêche petit à petit de reconstruire certaines parties quand tu atteins les limites, tout simplement parce que tu as des besoins qui sont un peu plus complexes. Et donc, oui, même si tu veux enlever une brique à un moment donné, par exemple, si tu veux dire, OK, je ne veux plus utiliser Cognito pour telle ou telle raison, mais utiliser Auth0 ou OpenID, enfin, ce genre de choses, tu peux le faire. Oui, bien sûr, ouais. C'est une migration à faire qui sera pas forcément simple, mais comme si c'était un autre système en fait. Ouais. Ce sera pas plus compliqué qu'avec un autre système d'authentification, je pense. Comment tu vois le futur
de ClapTime, je le souhaite riche et prospère, mais le futur du service, du développement du service autour d'Amplify? Je pense que ça va... Je pense qu'en fait, ce concept de framework full stack, c'est vraiment le futur du développement d'applications web dans les années à venir. On le voit de plus en plus avec le no-code ou le low-code qui se développe un peu partout. Alors pas encore jusqu'à maintenant pour des applications aussi dynamiques que ce qu'on peut faire avec Amplify. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et que le back-end as a service, où on va juste faire de la définition de back-end, ça va se développer dans les années à venir et il y aura plus... Je pense pas que dans 10 ans, il y aura encore énormément de gens qui seront en train de coder des API très similaires à une entreprise voisine, c'est-à-dire qui n'auront pas de focus business particulier. Donc déployer sur des virtual machines comme le faisaient mon père et mon grand-père avant moi, c'est un truc du siècle passé quasiment maintenant. À part peut-être pour des sujets très particuliers. Mais, et puis il y aura toujours des applications dites legacy, pour un moment. Pour encore des années qui viennent. Donc la question n'est pas là, mais pour une nouvelle application, tu vois vraiment le serverless et au sens très large de serverless, pas uniquement la fonction lambda, parce que c'est souvent ça qu'on dit, mais vraiment tu as mentionné le mot back-end à ce service, API, base de données, stockage, authentification, et peut-être d'autres dans le futur. Pas d'opération à gérer. Pas d'opération. De notre côté, ouais. C'est le lean DevOps au maximum, à la fois la partie dev et la partie dev et la partie ops. Tu as une wishlist des choses. Je sais que Noël est déjà passé, mais pour Noël prochain, à demander à l'équipe Amplify. J'espère que ça arrivera avant Noël prochain, mais là, la limitation un peu qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on utilise le storage, on utilise le hosting d'Amplify, donc qui est géré, donc Amplify, on ne l'a pas dit, mais c'est aussi une CI/CD, donc ça va gérer notre déploiement et mettre en production au final automatiquement dès qu'on merge nos pull requests. Et là, on a une problématique on a une limite il faut qu'on développe la SEO sur ClapTime, ce qui implique de faire du server-side rendering, et ce qui n'est pas disponible via la catégorie hosting. Donc, si on voyait le server-side rendering apparaître sur la console Amplify, ce serait un beau cadeau. Je vais quand même essayer de traduire pour les gens qui ne sont pas front, comme toi ou moi, avec les single page applications comme on fait en React et en Angular. Le rendu de l'HTML se fait en JavaScript dans le poste client, et c'est pas bien du tout pour les engins de recherche qui, eux, sont des robots qui vont aller crawler votre site web et l'indexer pendant la nuit ou même plusieurs fois par jour, parce que les pages ne sont pas rendues côté serveur comme dans le bon vieux temps avec PHP, ASP, JSP, etc. Et donc pour optimiser l'indexation des engins de recherche, il faut du rendu côté serveur, ce que permet de faire React, ce que permet de faire Angular, mais qui n'est pas supporté aujourd'hui par le hosting Amplify, par défaut en tout cas. Il faudrait rajouter une couche au-dessus. C'est exactement ça, ouais. Du CDN. D'accord, je comprends bien. Bien, je considère que le message est passé aux équipes Amplify avec lesquelles on parle très régulièrement. Christophe, un grand merci pour ton temps. Merci d'être venu ici. Bonne chance pour la suite de ClapTime. Tiens-nous au courant de temps en temps, et puis je mettrai les liens dans les notes du podcast, si tu peux rajouter quelque chose. Rien à ajouter. Merci Sébastien, et merci de parler du projet et de ces technologies-là. Allez visiter clap-time.com, allez visiter Amplify, c'est en open source, c'est sur GitHub, vous trouverez les liens dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous très prochainement pour un autre épisode. J'ai des tas de choses dans les cartons. On va parler FinOps dans les prochains épisodes, on va parler de AWS Outpost pour mettre un bout du cloud dans votre data center, pour les grandes entreprises en tout cas. Donc restez à l'écoute, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.